Alors, il y a la question qui se pose beaucoup par rapport au pacifisme, par rapport à la violence. Oui. On entend beaucoup parler, même parfois sur le terrain. Voilà, nous, dans nos directs, on donne la parole aux Gilets jaunes et on entend parfois certains qui vont dire à notre micro très directement, s'il n'y avait pas eu des tensions comme il y en a eu début décembre, Macron n'aurait jamais lâché 10 milliards quelques jours plus tard. Ça veut dire, est-ce que pour vous, je parle bien pour vous, est-ce que pour vous, on n'obtient rien sans tension? Tension et violence, pas tout à Ou fait violence. pareil. Bon, d'abord, ce que vous dites est vrai. Je veux dire, je confirme, pardon, est vrai. Je confirme. Ce n'est pas mon avis, c'est Non, ce qu'on entend voilà, sur le terrain. je l'ai voilà. entendu, Sur le je terrain, confirme. c'est un vrai débat qu'on a et qu'on voit même parfois au sein même des forums de discussion des Gilets jaunes, où certains se disent, mais ce week-end, il faut, voilà, le pacifisme, ça suffit, il faut passer à autre chose. Est-ce que vous, en tant que responsable politique, vous comprenez la violence de certains? Alors, la comprendre, c'est une chose, et je vais vous répondre sans détour. Mais d'abord, je veux confirmer que j'ai entendu les mêmes choses que vous. Je vais même rendre encore plus inquiet. J'observe que l'appréciation de la place de la violence a changé. C'est-à-dire que il y a 10 ans, on aurait été unanime à un ou deux près pour dire pas question. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Il faut expliquer, il faut raisonner. Moi, je vais donner mon explication de dirigeant politique. Je peux d'abord donner une explication qui serait philosophique ou morale. Je pense que la non-violence est la solution rationnelle, raisonnable, humaniste, fondamentale. Je ne dis pas que, vous savez, c'est comme le rapport à l'alimentation. Je dis pas que après, dans tous mes actes, on est senti qu'un homme qui serait obsédé de non-violence. Je suis pas un saint, je suis pas le Mahatma Gandhi, ni rien de tout ça. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut essayer de faire. Comme tous dans la vie, on vaut mieux faire comme ci que comme ça. Bon, donc la non-violence, à mes yeux, est la stratégie fondamentale de relations humaines qu'il faut essayer de mettre en œuvre. Maintenant, dans l'arène politique, je veux parler avec sérieux et détermination de cette question. J'ai eu une longue vie de militant. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai cru, à une époque, que la violence joue un rôle dans l'histoire et qu'on pouvait, non seulement l'instrumentaliser, mais qu'elle faisait partie de ce qui était nécessaire. Tout le monde sait que parce que ça s'est beaucoup dit, ma vie a été beaucoup racontée, quand j'étais un jeune homme de 20 ans, en étudiant, j'étais un militant trotskiste. Trotsky est le fondateur de l'Armée rouge, inutile de vous dire que ça avait de l'influence sur notre manière de nous représenter le monde. J'en profite pour condamner formellement la série Netflix Trotsky qui vaut rien du tout. Mais bon, oui, parce qu'au moins on respecte l'histoire, les Américains ils sont incroyables, ils la réécrivent. Mais donc j'ai connu aussi la période où on pensait que, comme le Tché, c'était en faisant des révolutions armées qu'on arrivait au pouvoir. Le Tché en est mort. Je ne le dis pas pour le charger, parce que, au fond, il est mort d'avoir cru à ses idées. Mais je veux vous dire, nous avons été au bout de cette histoire-là. Partout où il y a eu de la violence, ça a toujours mal fini pour nous, pour notre famille, pour le camp de ceux qui sont pour l'égalité, pour le partage, etc. Tout le temps, les exceptions, il y a toujours des exceptions, une règle. Il y a eu quelques petites exceptions. Cuba, au début, c'est tout. Donc la violence tourne toujours contre nous, même quand il paraît qu'elle soit, qu'elle était évidente. Par exemple, la lutte armée contre Pinochet, on pourrait dire, contre un dictateur, s'il faut le faire. C'est pas comme ça qu'on l'a vaincu. Donc, dans le moment qui nous occupe, je vais prendre des exemples plus proches de nous, parce que là, vous avez parlé de Pinochet, ça peut paraître loin pour la jeune génération. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, peut-être, c'est vrai que c'est des... Ouais, mais pour ceux qui plus contemporains, la Tunisie. En Tunisie, mes amis sont au Front populaire tunisien. Leur responsable politique le plus connu est Hama Amami, qui a été candidat à l'élection présidentielle, qui a fait un peu plus de 10% des voix. Bon. Quand la révolution a éclaté, la révolution citoyenne, en Tunisie, que Ben Ali a été chassé, il y a eu une période avec une constituante. Il fallait tout réécrire, donc ils ont choisi la bonne méthode, les Tunisiens, faire une constituante. Et c'était très tendu. Les rapports politiques étaient très tendus. Les partis religieux avaient ces extrémistes qui ne supportaient personne et comptaient faire une constitution religieuse en Tunisie, dont les Tunisiens ne voulaient pas. Et il y a eu des morts. C'est-à-dire qu'on nous a tués, je dis nous parce que je m'identifie à mes amis, des hommes comme Choukri Belaïd ou Mohamed Brahmi, qui ont été assassinés.
Donc, grosse question à ce moment-là. Écoutez-moi, jeune homme, et vous autres, c'est pas tout de faire des phrases en général. Il faut assumer la responsabilité des actes qui suivent. Qu'est-ce qu'on fait? Vous croyez que les camarades n'ont pas parlé entre eux? Ils se sont dit, ah, ils nous en ont tué 2, on leur en tue 4, pour leur montrer qu'on ne se laissera pas faire. Eh ben non, c'est pas ça qu'ils ont décidé. Ils ont dit, on ne tuera personne. On continue le processus, même si on est le dos au mur. Choukri Belaïd a été tué en bas de chez lui, devant sa cité HLM. Mohamed Brahmi, devant sa porte. D'accord? Les épouses de ces deux hommes-là, qui sont des militantes politiques, ont mené une lutte implacable pour que la bataille continue dans sa forme démocratique de masse. De masse, écoutez-moi. Chaque fois que vous passez à la violence, vous réduisez le nombre de ceux qui viennent dans la lutte. Parce que ça fait peur. Parce qu'on ne peut plus y venir en famille. Parce que ceux qui courent pas assez vite ne viennent pas. Donc vous rabougrissez la batte de la... Ce que je suis en train de vous dire, c'est d'abord une question de stratégie politique, de ligne d'orientation générale. Plus il y a de monde dans la lutte, plus les esprits mûrissent, plus tout le monde comprend les enjeux de la lutte. Si la lutte se réduit à ceux qui sont capables de courir vite et de frapper fort, ça fera plus grand monde à la fin. Et surtout à la fin, ça fera plus personne. Parce que c'est une escalade sans fin. Alors, je sais que les gens m'ont dit à moi aussi, ils m'ont dit, bah d'accord, tu nous dis ça, mais en attendant, si on n'avait pas fait tout ce qu'on a fait, ben on n'aurait pas eu autant d'argent d'un seul coup. Je ne crois pas, les gens. Écoutez-moi. C'est pas la violence qui a fait peur à Macron. La violence, ça l'arrangeait d'une certaine manière. Vous savez aussi bien que moi qu'il y a eu plus d'une situation tout à fait bizarroïde, où les gens, on les laissait arriver à un endroit, puis on les nassait. Bon, clairement, on avait l'impression qu'on utilisait, on instrumentalisait la police et les cortèges au service d'une attente. On a l'impression que cette violence, finalement, mais écoutez, mais installez-vous devant la télé, comprenez-vous? Ils passent leur journée à faire de la propagande pour expliquer que nous sommes tous des violents, des abrutis, etc. Donc, je vous dis qu'elle est maligne. Après, vous en ferez bien ce que vous voulez. C'est pas moi qui vous dis ce que vous allez faire, hein. Bon, vous faites bien comme vous voulez jusqu'à présent. Mais si vous me demandez mon avis, les gens, je vous le donne. Pas d'escalade. Plus on est nombreux, si on est une masse immense, qu'on vient que nos gosses et tout, alors le gosse, bon, peut-être pas en ce moment parce que c'est un peu tendu, mais il faut qu'on soit une masse immense. C'est le nombre, c'est ça qui fait peur à Macron. C'est le fait que quoi qu'on vous fasse, vous êtes là la semaine suivante. Vous vous rendez compte, ce pays est gouverné depuis maintenant 8 semaines par des gouvernants qui chaque semaine se demandent ce qui va se passer à la fin de la semaine. Un seul pays au monde est comme ça, la France. Bon, c'est ça qui leur fait peur, le nombre, la masse, les gens déterminés, les gens simples, des gens qui jusque-là faisaient pas de politique. Ayez confiance dans votre nombre, dans votre force. C'est comme ça que vous allez finir par avoir le dernier mot. Ils ne peuvent pas gouverner contre le peuple. Ils ne peuvent pas. Et si le peuple est toutes les semaines dans la rue, eh ben, il y a un moment où ils sont obligés de dire, bon, bah, retour à la case départ, les carottes sont cuites, on vote. Vous évoquiez justement tout à l'heure Édouard Philippe qui était sur TF1 tout à l'heure, enfin là en début de semaine, pardon. Il y avait vous m'avez fait peur, j'ai cru qu'il était retourné sur TF1. Il n'est pas retourné. Il a son rond de serviette là-bas. C'était en début de semaine, donc avec plusieurs mesures qui ont été annoncées, notamment le fait que samedi il y aurait 80 000 policiers et membres des forces de l'ordre sur le territoire, dont 5 000 à Paris. Et puis notamment également des nouvelles mesures pour durcir certaines situations, notamment les non-déclarations de manifestations, des évolutions également en matière de maintien de l'ordre. Vous, c'est quoi votre positionnement? J'imagine que vous avez écouté attentivement le Premier ministre. Oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, j'ai vu un gars qui croyait pas lui-même à ce qu'il disait. Parce qu'Édouard Philippe, c'est pas Macron. Bon, ce sont deux hommes de droite. Mais Macron, il n'a jamais rien fait d'autre que ça. Il était dans une banque, après il était je sais pas quoi, il s'est retrouvé ministre du budget, puis il se retrouve président de la République. Il n'a jamais rien fait d'autre que ça. Bon, il connaît rien au peuple français. C'est pas le cas du Premier ministre. Édouard Philippe, il a été maire d'une ville. Donc il sait bien comment est faite la France. Il sait bien que ça se mène pas à la baguette et à coup de trick. Bon, donc alors ils l'ont envoyé, ils ont fini par le convaincre d'aller à la télévision raconter qu'il va durcir. Alors bon, c'est pitoyable si vous voulez, sur le plan intellectuel, ça fait pitié, parce que c'est quand même un esprit assez brillant, monsieur Édouard Philippe, ça a beau être un adversaire, je peux quand même le dire, hein. C'est un type brillant plutôt, et vous le voyez expliquer, mettre sur le même plan à la télévision un droit constitutionnel qui est le droit de manifester. Les gens, je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent « Ouais, manifester, vous nous faites suer », peut-être bien, mais ça s'appelle la démocratie. Donc, manifester, c'est un droit constitutionnel, ça fait partie des libertés. Et il met ça sur le même plan que le comportement de ce qu'on appelle les hooligans dans les stades de foot. Bon, enfin, écoutez, ça n'a rien à voir. Avoir le droit ou non d'exprimer une opinion politique et une opposition au gouvernement, et le droit d'aller regarder ou non un match de foot. N'importe qui, quand on le présente comme je viens de le faire, arrive à comprendre que c'est pas de même nature. Donc, on a eu un numéro à la télé de scrogneux, hein,
pour dire oui, attends, lui, il va pas se passer comme avant. Ben, t'avais qu'à faire avant. Pourquoi tu y es pas arrivé avant?